Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans notre webconférence sur la déprogrammation et les non-recours, voilà, sur l'accès aux soins en temps de pandémie. Voilà, c'est une question qui est extrêmement large. On s'est demandé comment la traiter parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont conjoints dans cette réflexion sur l'accès aux soins durant la pandémie de Covid-19. Il y a au moins trois phénomènes qu'on a identifiés, il y en a peut-être d'autres. Il y a tout d'abord le non-recours aux soins. Il y a de nombreux patients qui ont annulé leur rendez-vous par crainte d'aller à l'hôpital, par crainte d'aller dans les lieux de soins, notamment les personnes vulnérables avec des comorbidités. Et puis, à domicile, il y a aussi de nombreuses personnes qui ont tout simplement fermé la porte aux soignants et aux accompagnants, surtout pendant le premier confinement, quand les soignants et les accompagnants n'étaient pas nécessairement équipés encore avec des masques, des gants, des blouses, etc. On a vu aussi poindre dans nos groupes de travail de l'Observatoire Covid-19 éthique et société une crainte de la part des personnes vulnérables, notamment dans le groupe de situation de handicap que j'ai animé, de surcharger le système de santé. Donc il y avait ce souci aussi à la fois de préservation de soi et de préservation du système de l'hôpital, du système de santé. Donc, premier phénomène, non-recours aux soins que je viens de décrire à très grands traits. Le deuxième phénomène, c'est la déprogrammation, dont on a beaucoup parlé dans les médias, les soins déprogrammés. Dans le domaine des situations de handicap, on a beaucoup parlé de l'orthophonie, de la kinésithérapie, de soins de ce type-là. Il y a eu aussi des déprogrammations dans les services d'oncologie dont on a également beaucoup parlé. Le troisième phénomène, c'est la désorganisation pour recevoir les personnes vulnérables. Alors quand je dis désorganisation, je ne porte pas un jugement de valeur, hein. C'est simplement que les services ont été désorganisés par la Covid-19, ne permettant plus, par exemple, d'accepter dans certains cas les accompagnants pour les personnes en situation de handicap. Voilà, ce qui compte beaucoup pour certaines personnes. C'est-à-dire l'accompagnement est vraiment central. Pascal Jacob nous en parlera tout à l'heure. Et cette nouvelle dimension a effectivement freiné l'accès aux soins de nombreuses personnes vulnérables. Alors par contre-coup, ces refus de soins, ces déprogrammations, cette entre guillemets désorganisation due au Covid, désorganisation dans les manières de faire habituelles, ont eu des effets secondaires qui ont eux-mêmes augmenté de manière rétroactive la difficulté d'accès aux soins. Une grande angoisse chez les personnes vulnérables. Alors, encore une fois, dans les situations de handicap, très vite, on a vu remonter cette peur d'être trié, peur d'aller à l'hôpital, d'engorger le système. Le deuxième phénomène qu'on a vu depuis la fenêtre de l'espace éthique, sans prétendre évidemment à l'exhaustivité, c'est une vague d'aggravation des maladies chroniques, notamment due à une absence de kinésithérapie, qui, dans le cas de maladies dégénératives, peut provoquer un engourdissement des membres et parfois des phénomènes définitifs. C'est-à-dire, il y a certains phénomènes d'engourdissement des membres qu'on ne peut pas, sur lesquels on ne peut pas revenir par la suite. Et une perte de chance pour les maladies graves comme le cancer. Alors, bien sûr, pour décrire ces phénomènes plus finement, pour l'instant, je ne le fais qu'à grands traits, il faudrait distinguer les différentes phases de la crise. Le premier confinement n'a vraiment rien à voir avec le déconfinement ou avec le second confinement ou le troisième. Voilà, donc après, il faudrait voir les choses beaucoup plus finement au fur et à mesure des mois, hein, de mars dernier, de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. La deuxième grande question, une fois le tableau un peu dressé, c'est de se demander pourquoi aborder ces questions-là d'un point de vue éthique. Est-ce que ce ne sont pas uniquement des questions médicales, des questions organisationnelles, des questions concernant le médico-social? Voilà, pourquoi est-ce qu'on choisit cet angle éthique? Pourquoi l'espace éthique, finalement, c'est eh bien, c'est parce que, selon nous, l'éthique, elle a pour but non pas d'apporter des solutions de type déontologique,
de venir enrichir la déontologie médicale, mais précisément de permettre un esprit d'ouverture et une discussion pluridisciplinaire sur ces enjeux qui sont des enjeux complexes, où on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire, quelle est la bonne solution, quelle est la solution la moins préjudiciable pour les personnes. Et évidemment, ça concerne l'éthique du soin et de l'accompagnement sur de nombreuses questions possibles qui se sont posées que je vais peut-être évoquer très rapidement, simplement les poser, des questions qui sont remontées de notre observatoire. Par exemple, sur l'accompagnement dans les lieux de soins, comment accepter l'accompagnement en période de Covid-19? Comment respecter l'intimité des personnes et le secret professionnel avec la personne qui accompagne? Comment diriger les personnes depuis le domicile, donc avec une prise en charge médico-sociale à domicile, vers les lieux de soins. Voilà. On sait qu'il y a un rôle qui devrait être prédominant des auxiliaires de vie pour orienter les personnes chez le médecin traitant ou dans des lieux de soins, et ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc il y a une question d'accompagnement qui se pose de manière très vive. Quel lien entre les établissements et les lieux de soins? Voilà, on a parlé dans un groupe de travail récent des fiches de transmission. Comment développer de nouveaux savoirs et de nouveaux savoir-faire pour pratiquer la télémédecine? Dans quel cas pratiquer la télémédecine pour permettre l'accès aux soins dans une période de crise comme celle que nous connaissons? Comment adapter les soins en fonction des besoins de la personne? Par exemple, on a l'exemple type dans le polyhandicap, des soins dentaires qui peuvent paraître pour tout un chacun parfois, quand il n'y a pas de douleur très vive, annexes, si on veut, des soins dont on peut se passer pendant un mois, mais qui, dans le polyhandicap, sont vraiment des soins absolument nécessaires pour permettre la déglutition, etc. Donc, qui engagent la vie des personnes. Alors, pour répondre, pour évoquer ces différents enjeux éthiques, pour évoquer le paysage de l'accès aux soins en période de pandémie, on a la chance aujourd'hui d'écouter 4 intervenants donc, que je vais présenter par ordre de passage. Donc, tout d'abord, Pierre Mongia-Artus, qui est urologue à l'hôpital Saint-Louis et professeur d'urologie à l'Université de Paris. Donc, il va nous présenter un bilan général des déprogrammations pendant la crise et des réflexions qu'on peut avoir sur ce sujet. Alors, nous aurons ensuite l'occasion d'écouter Pascal Jacob, qui préside l'association Handidactique et qui a créé le baromètre de l'accès en soins Handifaction. Et son propos se centrera notamment sur l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap et en particulier sur le handicap psychique. Ensuite, nous écouterons Evelyne Renaud-Tessier, qui est médecin généraliste et spécialiste de la douleur et des soins palliatifs à l'Institut Curie, qui évoquera le suivi des personnes atteintes de cancer. Et enfin, Jean-François Alexandra, qui est médecin interniste à l'hôpital Bichat, qui nous parlera des déprogrammations du point de vue de son service de médecine interne. Alors, sur le plan pratique, Paul Louveil-Dubuc et moi-même animons cette séance de réflexion collective, de conférence. Alors, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui se trouve dans l'onglet de droite sur votre écran. On va relayer toutes les questions que vous aurez sur les interventions. Et en attendant, n'hésitez pas à couper vos caméras et vos micros pour laisser toute la place visuelle et sonore aux intervenants. Donc nous allons charger, pour toutes les présentations des intervenants que j'ai reçus, je vais les charger sur la plateforme, donc pas d'inquiétude. Et puis, il est temps de laisser la parole à Pierre Mongia-Artus, que je remercie une nouvelle fois d'intervenir ce soir. Je vois que sa présentation est déjà lancée sur la plateforme.